ça fragilise le système nerveux et ça nous met dans son versant stress. Donc après, ça explique aussi la cascade, la charge mentale, le fait qu'aujourd'hui, en termes de santé mentale, on est tous surchargés, c'est difficile. Et puis ça explique aussi après toutes les manifestations des maladies physiques aussi. Oui. Bonjour à tous, c'est Anne Guéquière. Je voulais vous dire un immense merci car grâce à vous, Métamorphose a dépassé les 90 millions d'écoutes et est le premier podcast santé mentale, bien-être et quête de sens en langue française. Nous interviewons les personnalités les plus inspirantes pour vous offrir des conseils concrets au quotidien. Alors pour ne rien manquer des émissions, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Vos commentaires, vos partages sont tellement précieux et nous aident à poursuivre cette belle aventure. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode de Métamorphose. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Coucou les amis, vous le savez peut-être, j'adore voyager, rencontrer de nouvelles personnes et découvrir de nouveaux horizons. Mais il y a une chose qui peut vite compliquer l'expérience. Arriver dans un pays étranger sans connexion, impossible de commander un taxi, de retrouver son hôtel ou même de prévenir ses proches. À ce moment-là, pourtant, tout ce que je veux, c'est juste profiter du moment et lâcher prise. C'est exactement pour cela que Seili a été créée, pour rester connectée et prête à explorer dès son arrivée sans stress ni tracas. Cette eSIM intelligente vous connecte en un clin d'œil avec une seule installation et un service client disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et tout ça sans carte SIM locale. Alors ce que j'aime le plus, c'est qu'elle me permet de suivre ma consommation de data en temps réel pour voyager évidemment l'esprit tranquille et parce que prendre soin de soi, c'est aussi protéger ses données. Seili intègre un VPN pour naviguer en toute sécurité, bloquer les pubs malveillantes et même changer de localisation virtuelle. C'est aussi parfait pour accéder à ses contenus préférés, je pense évidemment au podcast Métamorphose, où que l'on soit dans le monde. Téléchargez donc l'application Seili ou rendez-vous sur seili.com/métamorphose et bénéficiez d'une remise exclusive, les amis, de 15% sur les forfaits data Seili avec le code Métamorphose. Faut-il craindre le chaos, essayer de lutter contre ? Pas forcément, car il est en fait inhérent à la vie. L'accueillir, c'est peut-être déjà avoir trouvé une clé pour se mettre en chemin de façon consciente. Face à l'imprévisibilité du monde, aux défis du quotidien et à nos multiples interrogations sur notre mission de vie, je suis heureuse d'accueillir une femme d'exception, ancien médecin militaire, artiste, coach en santé intégrative et experte en Ayurveda. Elle a développé le Dharma Flow, une méthode résolument positive pour avancer dans sa vie en créant une boussole personnelle pour trouver son chemin. Elle explique en détail dans son dernier livre « Danse avec le chaos créateur, faire face au changement et mettre de l'énergie dans notre vie » grâce à la méthode Dharma Flow parue aux éditions Erol, que j'ai d'ailleurs la joie de publier dans ma jolie maison d'édition. Je suis ravie d'accueillir Nathalie Guita Babourage. Bonjour Nathalie. Bonjour Anne. Alors, on faisait un peu le compte hors antenne. C'est la 5e fois, en fait, que je te reçois dans Métamorphose. On avait parlé de ton livre sur la détox colorée, des mantras, ça c'était pendant le confinement, oui, d'une super méditation pour allumer les couleurs à l'intérieur de toi. Je crois que tu vivais où à ce moment-là ? En Guadeloupe. Tu étais en Guadeloupe, donc on l'avait fait à distance. Et puis, la dernière qui était devenir sa propre médecine. On voit que tu as un univers en introduction qui est extrêmement riche. Et puis, j'avais envie de commencer peut-être par ça, c'est peu dire que nous vivons dans un monde qui en ce moment est chaotique. J'en discutais avec une amie il n'y a pas longtemps, on a l'impression qu'on est face à un véritable changement de paradigme, bouleversement, une mutation, une métamorphose, évidemment, on pourrait le dire. Dans ces cas-là, on peut choisir de lutter, mais on peut aussi décider, comme tu l'as fait, de poser un genou à terre et de se laisser traverser par une sorte d'effondrement, que ce soit à titre individuel ou au niveau collectif. Toi, tu nous invites à ne pas avoir peur du chaos, c'est ça ? Exactement, oui. La vie, c'est exactement où est-ce qu'elle veut nous emmener. Enfin, c'est ma croyance. Et en m'inspirant justement des sagesses ancestrales et aussi de ce que dit la médecine occidentale, quand on creuse, la vie est faite de cycles, de naissance, de mort et de renaissance. Et j'ai la foi que tout ce qu'on traverse aujourd'hui, à la fois intérieurement et extérieurement, ce sont des opportunités pour nous réaligner avec pourquoi on est là sur Terre. Ça fait du bien d'entendre ça et en même temps, c'est pas une vision de méthode Coué, en fait, même si elle peut être très bien la méthode Coué. Ouais.
Mais c'est vraiment, si tu parles de danse, en fait, c'est pas un hasard. Évidemment, on va en discuter pendant toute cette interview. Pour toi, il y a de la beauté là-dedans, il y a de la beauté finalement dans le chaos? Il peut y avoir de la grâce même, mais ça demande d'oser sortir de sa zone de confort, d'embrasser l'incertitude et de faire tout ce que notre société ne nous apprend pas en fait. C'est là où ça peut devenir terrifiant, ça réveille des peurs, ça suractive notre système nerveux. Et la bonne nouvelle, c'est que en fait, on peut aussi apprendre à apaiser notre système nerveux, notre être, face à ces grands changements. Tu dis qu'on est programmé en fait pour savoir gérer ces balances-là et la disharmonie et l'harmonie. Mais exactement, en fait, nos mémoires ancestrales, nos ancêtres vivaient des grandes phases de changement et rien n'est figé dans la vie. Là encore, c'est, on va dire, 50, 100 dernières années, on a l'impression que tout est tracé dans la performance, prévisible, contrôlable, linéaire. C'est une expression qu'on aime bien utiliser en écologie. Et en fait, non. La période qu'on vit, c'est un bon rappel que les lois de la nature sortent de ce paradigme. Est-ce que pour toi, il y a vraiment une sorte de nécessité d'urgence à pouvoir conscientiser le chaos et de le transformer en chaos créateur, comme tu dis, ou pas forcément, c'est plutôt saisir une opportunité? C'est un peu des deux, je dirais. Pour moi, avec tout ce qui s'amplifie aujourd'hui en termes de contraste, quand on regarde les nouvelles, franchement, il y a des moments où on se dit mais c'est une pièce de théâtre, c'est du burlesque. Et pour moi, c'est à cet endroit-là qu'il y a une urgence. Et c'est paradoxal ce que je veux dire, il y a une urgence à accepter de s'arrêter, de ralentir. Parce que le système est tellement fou qu'il s'est emballé et que là, on a besoin de faire une pause. Et encore une fois, la vie est bien faite. C'est quand les moments où on est obligé de s'arrêter, c'est quand le corps ne tient plus. Et c'est souvent, et je l'ai entendu de personnes, souvent on dit c'est grâce à une maladie, grâce à un burn-out, grâce à une rupture, grâce à un deuil. Tu vois, c'est pas à cause. Même si c'est pas facile de le vivre, hein. Je dis pas, on n'est pas dans le positivisme à tout prix. C'est quelque chose de très dur dans la vie, mais c'est là où j'ai été obligée de m'arrêter et de couper en fait, d'être disruptif. C'est ça l'urgence. Et du coup derrière, ça permet de revenir à l'intérieur de soi, de reconnecter avec cette part importante de notre système nerveux qui nous permet de nous connecter à notre intuition. C'est ça qui va nous permettre de voir qu'il y a des opportunités derrière ces chaos. Tu l'as très bien dit d'ailleurs, on voit les nouvelles et pour bon nombre d'entre nous, pour autant, on ne regarde pas la télévision, c'est-à-dire qu'on s'est éloigné des grands médias traditionnels, conventionnels, mais on a ces fils d'informations en fait, qui défilent et cet accès aussi à tout ce qui se passe à tout moment, où on passe d'une image horrible à quelque chose de très positif sur nos réseaux, provoque pour toi aussi ce chaos, accélère ce chaos. Ça contribue en fait, parce que les réseaux sont dans notre quotidien, même si on prend du recul et on n'est pas connecté à eux. Pour moi, j'aime beaucoup parler de l'inconscient collectif que Jung décrit, ou le cloud, ou les annales akashiques. Enfin, tu vois, pour moi, les informations sont là, et avec nos écrans de portable, évidemment, on a directement accès à ça, mais même sans, en fait, je pense que notre système nerveux est capable de capter ces informations. Celles qui sont agréables, comme celles qui sont désagréables. Et c'est ce bombardement d'informations, cette infobésité qui crée un vrai déséquilibre et que le système nerveux a besoin de se protéger. Ce qui fait que souvent, on s'anesthésie au début, où on rejette, où on fuit. Et c'est une phase normale. Il faut comprendre que c'est une phase de protection. Mais si on veut transformer ce chaos destructeur en chaos créateur, il y a besoin à un moment donné de se poser et de regarder. Alors pour regarder, toi tu as fondé cette méthode que tu appelles le Dharma Flow, qui peut par ailleurs exister sous d'autres formes, puisque le Dharma, tu vas nous expliquer ce que c'est. C'est vrai qu'on parle beaucoup de karma, même dans l'inconscient collectif. On dit j'ai un mauvais karma, etc. On voit à peu près ce que c'est. Le Dharma peut-être un peu moins. Qu'est-ce que ça recouvre en fait pour toi? Alors je rappelle que toi tu as un pied dans les deux cultures. Puisque tu as grandi en France, tu as fait tes études de médecine en France, mais tu as vécu combien de temps en Inde? En fait, l'ordre, je suis née en France. Tu es partie après. Et à 10 ans, mon père qui était militaire a pris sa retraite, donc on est rentré en Inde. Et de 10 à 18 ans, j'étais à Pondichéry. Et à 18 ans, je voulais m'inscrire à la fac de médecine, et donc je suis venue à Montpellier. Et après, j'ai commencé mon cursus d'étudiante en médecine et de médecin en France.
Donc l'Ayurveda, je le disais en introduction, la culture indienne, t'es extrêmement aussi familière dans sa médecine, dans sa vision. Exactement, oui. Donc le dharma, comment est-ce que tu le définirais justement ? Le dharma, c'est avant tout une vibration. C'est ce que j'aime avec la langue sanskrit. Aujourd'hui, tu la parles d'ailleurs ? Je comprends certains mots. J'utilise certains mots qu'on entend en yoga, en méditation, des pratiques de méditation, en Ayurveda. Mais après, c'est pas une langue parlée. J'ai envie de dire, c'est plus une langue secrète, tu vois. Oui, tu vois, à travers les mantras, par exemple, ça te met dans un état intérieur très particulier. Et pour moi, c'est une langue sacrée. Et c'est vrai que le dharma, ça m'a appelée dans l'exploration de ce chaos parce que c'est une très belle définition. Alors, symboliquement, le dharma part du principe qu'on est tous, toutes, une vibration et qu'on contribue à la symphonie de l'univers à travers cette vibration unique. Et c'est pas la peine d'essayer de copier la vibration d'un autre parce que ça créerait de la disharmonie dans la symphonie universelle. Ça, c'est la définition symbolique qui est très belle, mais concrètement, le dharma, ce sont les lois universelles qui, quand on les intègre pleinement dans notre vie, on est aligné avec cet univers. Il y a presque une sorte de signature, en fait. Exactement, ouais. Et c'est ça qu'on a un peu perdu dans notre société occidentale ces 100 dernières années, parce que moi, je fais référence à ces écritures ancestrales indiennes, mais je les retrouve aussi chez les Grecs. Je les retrouve un peu partout, en fait, dans le monde. Même en Occident, les ancêtres étaient connectés à ces sagesses de la nature. Et pour moi, une des opportunités qu'on vit aujourd'hui, c'est de pouvoir reconnecter à ces sagesses. Quand tu parles du dharma flow, ce mot de flow qui, pour le coup, est beaucoup plus occidental, cette idée de flow, il a ce côté vraiment de pleine présence, presque même de transe. Qu'est-ce que tu y mets, toi ? Moi, j'y mets vraiment l'énergie de vie qui coule en nous. Pour moi, c'est ça le paradigme de base. C'est quand tu te rebranches à cette réalité que tu fais partie de la nature, les choses coulent. Et comme l'eau, les obstacles deviennent juste des expériences qui te permettent de suivre ton chemin. Et pour moi, le flow, c'est un peu l'inverse du conditionnement mental, il faut que je fasse mon plan à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans. Et c'est très bien, je critique pas du tout. Moi aussi, je suis entrepreneur et j'ai des réflexes comme ça, surtout quand tu es visionnaire et que tu as envie de te projeter. Oui, tu parles d'objectif versus de vision d'ailleurs. Exactement, ouais. Mais en même temps, on a aussi une part de nous qui est branchée à ces lois de la nature et qui, quand tu t'alignes à cette juste vibration, les choses coulent. Pour moi, il y a vraiment l'énergie de l'eau dans le flow. Et donc, une définition simple aussi du dharma, ce serait un peu l'équivalent de l'ikigai chez les Japonais. Le dharma, c'est aussi ta mission de vie. Parce qu'en Ayurveda et dans les Védas, qui sont les textes qui donnent naissance, entre autres, à l'Ayurveda, dans les Védas, on s'incarne sur Terre avec une famille particulière, avec des talents particuliers, parce qu'on est là pour les offrir au monde, pour aider à l'évolution de la conscience universelle. Puisque tu parles de mission de vie, je voulais qu'on en parle un peu plus tard dans l'interview, mais c'est très bien d'en parler maintenant. Souvent, c'est un peu galvaudé, surtout dans les milieux du développement personnel, où on a l'impression que finalement, certains auraient une mission de vie, puis après, du coup, ça peut être culpabilisant de se dire, mais moi... oui, moi, j'ai pas de... je la trouve pas. Pour toi, qu'est-ce qu'elle recouvre ? Qu'est-ce que recouvre ce terme, en fait, de mission de vie ? C'est très important, je pense, qu'on puisse peut-être le redéfinir et que tu partages, toi, ta vision. Ce qui est, comme tu l'as très bien dit, Mère Teresa, on sait qu'elle a eu une mission de vie. Il y a tellement de personnes qui nous inspirent dans le monde. On voit pourquoi elles sont faites et on voit l'impact qu'elles ont auprès des autres en étant pleinement à leur place, en œuvrant à leur place. Et ça a un effet un peu double. C'est qu'à la fois, ça inspire, mais après, tu peux dire, mais mince, moi je suis pas Mère Teresa. Et pour moi, ce que je dis aux personnes que j'accompagne, pour moi, même une maman au foyer qui s'occupe de ses enfants, sa mission de vie, et ça peut être le moment où elle s'occupe de ses enfants, en fait, c'est pas gravé sur le marbre que c'est toute sa vie, mais la manière dont tu te lèves le matin, les actions que tu poses, ça peut être simplement de prendre soin de ta maison, de prendre soin de tes élèves si tu enseignes. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre au-delà des fameux objectifs, c'est comment tu le fais, dans quel état tu es, dans quel état d'écoute, de réceptivité, ça te met dans un autre espace qu'il faut faire, qui part de la tête.
de l'intelligence analytique, cette fameuse intelligence qui nous gouverne quand même pas mal aujourd'hui, qui a encore une fois toute sa place, mais quand elle est seule, ça nous coupe de la nature. D'ailleurs, quand tu parles de mission de vie, je pense, et que tu parles de Mère Teresa, je pense à Ben Mazué. Alors, tu vois, le lien entre Ben Mazué et Mère Teresa, c'est un peu le grand écart. Et en même temps, pas si loin, parce qu'on voit dans la mission de vie de Mère Teresa qu'elle ne pouvait pas faire autrement, certainement, que d'incarner cette mission hallucinante. Et en même temps, la douleur de cette femme d'avoir incarné cette mission, qui n'a pas été une mission facile. On sait que Mère Teresa, il y a eu des moments où elle a perdu la foi, tellement la mission était incroyable. Et Ben Mazué a dit ça l'autre jour en disant, dans l'interview de Métamorphose, en disant « Je sais que je suis à ma place et c'est pas pour autant que c'est pas difficile. » Je sais plus exactement ces mots, faudrait que je réécoute l'interview, mais que c'est pas douloureux, que c'est pas difficile. Et je trouve ça intéressant parce que parfois, quand on imagine la mission de vie, certains se disent c'est une espèce de promenade de santé où on sautille, on a trouvé la vocation et puis c'est facile. Et en plus, les réseaux sociaux n'aident pas, tu vois. Moi qui utilise beaucoup les réseaux sociaux, évidemment, on a un biais de sélection et je poste quand je suis bien. Donc, on pourrait se dire, elle a une vie super. Donc, évidemment, pour elle, c'est facile, la mission de vie, mais non. Et justement, elle se balade dans le monde entier, on la voit en Guadeloupe, en Inde. Exactement. Mais justement, c'est ça qui était fou dans les synchronicités. Moi, ça fait 4-5 ans que je parle vraiment de danser avec le chaos créateur, puisque c'était le titre de mon spectacle. Doc La Luna danse avec le chaos. C'est le titre de ma conférence TEDx. Enfin, voilà, j'ai un podcast qui s'appelle comme ça. Et il se trouve que l'année dernière, l'année où est sortie l'idée d'écrire le livre, où j'ai accompagné mon papa en fin de vie. Et il est parti. Et là, en fait, j'ai réalisé que il y avait besoin de se connecter à la souffrance, à la douleur, que je ne pouvais pas mettre de masque, que toutes mes pratiques de yoga, de méditation, de spiritualité, il n'y avait plus de place. En fait, il y avait juste ce besoin d'écouter l'effondrement intérieur et de mettre ce genou à terre et de se dire, en fait, je ne sais rien. Je ne sais plus quelle est ma place. Je ne sais plus ce que je fais dans ce monde. Je ne sais plus si j'ai une mission de vie. En fait, j'ai dû vraiment... C'était paradoxal. J'étais en train d'écrire un livre sur la mission de vie et c'est la première fois de ma vie que je me disais, mais à quoi bon tout ça, en fait ? Et il y a une part de moi qui disait, mais je ne veux pas écrire sur ça quand même. Les gens, ils vont acheter un livre où j'ai envie de partager des clés pour qu'on puisse se connecter ensemble, nous réunir sur ce qui nous fait vibrer, pour œuvrer pour le monde. Et je suis en train de faire l'inverse. Et je me suis dit, mais en même temps, je ne peux pas faire semblant. Je ne peux pas être quelqu'un d'autre. Et c'est peut-être en accueillant tous ces deuils, cette tristesse, toutes les émotions, ce cortège d'émotions qui est complètement désagréable, je me suis dit, mais il faut que tu y ailles, en fait. Tu y ailles à fond. Et c'est là où même le Dharma Flow, cet outil dont on va parler après, cette boussole sensorielle, m'a beaucoup aidée parce qu'elle était vide. Mais le fait de l'enregistrer, mon système nerveux s'est dit, ok, il n'y a rien, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu fais ? Tu parles d'ailleurs, on peut imaginer, mes parents sont en vie, mais que la perte de nos parents, de nos aînés, on les a toujours connus en réalité, on a toujours vécu avec eux. C'est impossible de s'imaginer qu'ils ne feront plus partie de ce monde extrêmement confrontant dans une vie. Exactement, il y a ça, il y a cette réalité, et en même temps, il y a une autre réalité que c'est l'ordre normal des choses, que les gens meurent et que tes parents meurent à un moment donné, tu vois. Et donc, c'est un double paradoxe. Il y a à la fois ce truc de dire, mais oui, on a toujours vécu avec la conscience qu'ils sont avec nous, vivants, et à côté, ils vont mourir aussi, en fait. C'est ça. Donc, c'est une situation très particulière, tu vois, pour un cerveau cartésien comme le mien, de se dire... En plus, je suis médecin, donc, tu vois, j'ai vraiment été confrontée à l'impuissance les derniers jours de... Je n'ai pas pu le sauver d'une certaine manière. Il était en soins palliatifs et je ne savais pas quoi faire, en fait. Et je suis allée voir régulièrement son médecin de soins palliatifs. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que je dois faire ? Elle me disait, mais asseyez-vous aux côtés de lui, tenez-lui la main. Et voilà, là, en fait, il y a juste à être avec lui. Il était un peu en semi-coma parce qu'il était sous morphine. Je ne pouvais même plus lui parler. Et c'était simplement d'être là. Je pense que ça a été le plus beau cadeau qu'il m'a offert, en fait, d'avoir cette proximité-là avec lui pour la suite. C'est très touchant ce que tu partages là. Merci Nathalie aussi pour ça. Et tu parles même de nuit noire de l'âme. On sait que chez les mystiques, Saint Jean de la Croix, il y a vraiment cette idée de la nuit noire de l'âme qu'on peut traverser, c'est-à-dire que c'est même autre chose par rapport à la dépression, c'est-à-dire que quand tu parles de mettre genou à terre, c'est une expression que tu emploies, il y a vraiment cette idée-là que tu décrivais à l'instant, c'est-à-dire que
la cohorte de toutes nos méthodes ne fonctionne plus à ce moment-là. Exactement. Là, tu sais, j'adore faire du yoga, de la méditation, marcher dans la nature. Là, ma partenaire dans ce moment difficile, ça a été ma sœur. Et on s'est vraiment soutenus et on s'est rendu compte qu'on avait envie de rien. Et on s'est mis vraiment à... J'aime bien citer cet extrait du livre de Patrick Vivray et Julie Chabot qui s'appelle « La traversée » où il dit que dans ces moments de chaos intense, les stratégies, ça marche plus. Tu dois passer aux tactiques. Et justement, nous, ce qui nous aidait, c'est de dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire comme petit pas ? Eh ben, on va faire les courses ensemble. On va se prendre un café sur une terrasse. Enfin, c'est des petites choses. Tu vois, c'est des moments où, en effet, toutes tes pratiques habituelles, t'es à un autre endroit, en fait. Où, pour moi, j'étais aussi connectée non seulement à mes ombres, à mes parts de souffrance, mais il y a une telle perméabilité, t'es comme une éponge. Du coup, j'étais aussi connectée aux souffrances du monde. Tu vois, il y a quelque chose... Comme si tu attrapes vraiment l'égrégore collectif, l'inconscient. Tu parlais de Jung tout à l'heure, c'est exactement. Vraiment ça. C'est ça. Et tous les chaos actuels, toutes les absurdités. Comme poreuse, en fait, c'est ça. Exactement, ouais. Et ça, c'est normal dans un état de deuil. En fait, j'ai beaucoup lu Christophe Auré, du coup, par exemple, où ça m'a beaucoup aidé. De comprendre la mécanique physiologique qui se passe, c'est vraiment quelque chose de physique, la perte d'un être cher. Et tu vois, ça, j'avais jamais expérimenté ça. Christophe Auré, que j'ai reçu d'ailleurs dans Métamorphose, si vous avez envie de lire ses livres ou aller plus loin. Alors, on est complètement en fait dans le sujet, même si on parle de effectivement ce deuil, parce que ta méthode, ce que tu nous proposes, c'est que tu nous invites à ressentir. Et pour ça, en fait, on va passer par la prise de conscience de nos intelligences naturelles. Tu l'as dit tout à l'heure, tu en as fait un spectacle. C'est pour ça que je disais que tu es une femme multiple et que je disais de toi que tu es une femme d'exception parce que tu as vraiment, comme dans les feuillages et dans ta boussole avec cette fleur, tu essayes vraiment d'explorer toute la palette en fait de tous ces pétales. Et donc, dans ton spectacle, que j'ai eu la joie de voir, tu parles vraiment de ces intelligences naturelles. Quelles sont-elles ? Alors, on ne va pas forcément toutes les détailler, mais on peut déjà peut-être les nommer, puis peut-être s'attacher à certaines. Et puis, ce qui est important, ça va être peut-être aussi d'apprendre à les ressentir. Le verbe « ressentir », pour moi, c'est un verbe essentiel aujourd'hui, avec tout ce qu'on traverse. Mais ce n'est pas facile. Je dis souvent, dans notre société, on ne nous a pas appris à ressentir. Ce qui fait que les premières fois on ressent, c'est quand on a une maladie, quand on a une grippe, quand on a le nez bouché. Donc, c'est quelque chose de désagréable. Pourtant, si on traverse ça, on a un potentiel infini autour de ce système nerveux sensitif et sensoriel. Ça, c'est quelque chose qui m'avait étonnée au moment où je découvrais ça dans mes études de médecine. Et puis après, très vite, on a lâché ça pour partir sur la maladie, les diagnostics, les traitements. Et c'est en faisant le pont entre ce qu'on nous enseigne en yoga, en ayurveda, notamment à travers la grille de lecture des chakras, qui sont ces centres énergétiques, qui sont des ponts entre corps physique, corps émotionnel, corps énergétique, corps mental, spirituel. Dans les pratiques, en fait, tu apprends à ressentir des sensations agréables. Tu vois, si on prend l'exemple du premier chakra, qui est le chakra de l'enracinement, en bas de la colonne vertébrale, qui est en lien avec tous les organes du premier chakra, donc du petit bassin, notamment les surrénales, on peut apprendre à ressentir les moments où on se sent en sécurité, stable dans notre corps, exactement comme un arbre qui est bien ancré. Ça, c'est un ressenti. Tu vois, on n'a pas appris à le nommer. Et le système nerveux, il demande que ça, à apprendre, à créer de nouvelles expériences. Et plus tu vas les répéter, plus tu vas, quelque part, moduler ton système nerveux, qui va apprendre à... C'est comme une carte mémoire sensorielle, j'ai envie de dire. Si tu fais rien par défaut, il va rester vide. Par contre, si tu apprends, à chaque fois que tu vis une expérience qui te fait du bien, à mettre des mots, à ressentir, tu vas vraiment remplir ta carte mémoire sensorielle. Donc, première intelligence, moi, je les ai traduits aussi par des mots physiologiques. Oui, et puis après, tu les as associés au chakra aussi. Exactement. Donc, premier chakra, c'est l'intelligence proprioceptive. Et la proprioception, c'est une réalité neurologique et physiologique où notre corps a des récepteurs sensoriels, notamment au niveau de la plante des pieds, par exemple. On a 14 000 terminaisons nerveuses au niveau de la plante des pieds. Donc, c'est énormément d'informations qui montent via la colonne vertébrale, la moelle épinière, vers le cerveau et vers les autres cerveaux, parce qu'on n'a pas qu'un seul dans la boîte crânienne. Et ça, on le fait de manière inconsciente. Mais si on conscientisait tous les moments où on marche, par exemple, sur la terre, pieds nus, dans une forêt, ce sont des informations qui font du bien.
et qui vont, plus on va les activer, plus elles vont nous aider à nous sentir en stabilité, en sécurité intérieure, de façon à ce qu'on puisse accueillir les informations moins agréables. Elles vont pas nous déstabiliser, en fait, puisqu'on sera plus dans la réponse au stress. On sera dans cette fameuse réponse à la régénération qui intègre le système nerveux vagal, en fait, le parasympathique, dont on parle beaucoup aujourd'hui, par exemple. Et donc, voilà, ça, c'est un exemple d'intelligence qu'on a en nous et qu'on peut apprendre à développer en passant par l'écoute de ces plantes de pied et de tout ce qu'on peut faire avec, parce qu'on utilise quand même pas mal cette partie-là du corps. Peut-être on peut décrire encore 2 autres intelligences, et puis à quoi sont-elles associées au niveau corporel, justement, comme tu le disais, et à quel chakra? Oui, alors il y a l'intelligence du flow créateur, du 2e chakra, l'intelligence que j'appelle du microbiote. On sait aujourd'hui que notre système digestif est aussi un cerveau. Et puis on va faire un stop sur l'intelligence du cœur, parce que c'est quand même... Quand j'ai individualisé les intelligences, tu vois, je pense aussi à des gens qui m'évoquent telle et telle intelligence, et l'intelligence du cœur, je pense à toi, forcément. Oh, mais dis donc, je m'attendais pas à ça. Si, Anne Guéquer, c'est la connexion à l'énergie du cœur, de la gratitude, de l'amour, la reliance à la nature, à l'émerveillement aussi. Et donc, ce chakra du cœur correspond aussi à notre organe physique, le cœur, et à un autre organe dont on ne parle pas beaucoup en médecine occidentale, mais pourtant qui existe, qui est le thymus. Et dans les sagesses ancestrales, ce thymus, c'est vraiment un organe qui nous permet de nous relier aussi à cette connexion horizontale avec les autres. Pour ceux et celles qui nous regardent sur YouTube, peut-être que tu peux montrer où est-ce qu'il se situe. Il est vraiment au centre de la poitrine. Voilà, le cœur physique, il est plutôt à gauche. Oui. Et le cœur énergétique, il est vraiment au centre. Et c'est vraiment, tu vois, dans la symbolique, cette connexion horizontale avec tout ce qui est autour de nous, les autres, la planète, et puis au-delà, l'univers. Et c'est toutes ces capacités d'empathie qu'on a en tant qu'humain, en tant que mammifère, qui nous permet de nous sentir qu'on appartient à un groupe, à une tribu, et qu'on n'est pas seul. Et dans des moments de chaos, en fait, c'est hyper important de sentir cette appartenance. Parce que l'autre extrême, du coup, c'est se sentir isolé, seul. Et ça nous met dans un état de dissociation et de stress chronique, en fait. C'est comment faire tribu d'une certaine manière? Exactement, c'est d'aller écouter les autres, d'aussi s'autoriser à déposer des choses qui peuvent être dans cette espèce de vulnérabilité. Enfin, pour moi, l'énergie, par exemple, des cercles, tu vois, qu'on trouve de plus en plus aujourd'hui, même en milieu, dans l'entreprise, en fait, il y a des outils qui sont développés pour permettre à l'intelligence du cœur de se déployer individuellement et collectivement. Pour moi, c'est une force qui va être essentielle dans les mois et les années à venir. Quand on parle d'incarner, de ressentir, certaines personnes, on le sait, sont plus anesthésiées, entre guillemets, émotionnellement que d'autres. Pour certaines personnes, c'est très facile, en fait, tout de suite de nommer... Je ressens quelque chose, je vais pas bien, où est-ce que ça se situe dans le corps? Et puis pour d'autres personnes, c'est vraiment un apprentissage. Et puis parfois, même, je pars de rien, c'est-à-dire que j'arrive même pas à nommer d'où est cette émotion, d'où part ce sentiment. Qu'est-ce que tu pourrais recommander dans ces cas-là? Quel chemin, en fait, on pourrait prendre pour incarner? Là, quand tu parles du cœur ou du thymus, tu vois, de ces zones-là, comment est-ce qu'on pourrait finalement essayer de, peut-être au quotidien, de se dire, tiens, j'aurais envie de ressentir ce qu'elle vient de dire, de me ressentir plus en lien avec les autres, comment je peux faire? Ce qui me vient spontanément, c'est vraiment se poser la question de qu'est-ce qui me met en gratitude aujourd'hui, même si ça va pas, même si le moral ça va pas, même si rien ne marche au boulot, même si il y a forcément une petite étincelle, quelque chose. Peut-être que je suis allée boire un café et j'ai vu quelqu'un qui m'a souri. Je me suis baladée, j'ai vu la lune qui était là et c'était magnifique. En fait, c'est cette émotion de la gratitude, pour moi, c'est vraiment ce qui m'a beaucoup aidée, justement, quand j'ai traversé mes différents deuils, de se dire, waouh, en fait, j'ai un corps, je respire, je suis vivante. C'est déjà un cadeau énorme, en fait. On déjà, s'en rend pas quand compte. tu dis, ça fait du bien. Ouais. Quand on l'entend. Merci. En fait, on se rend pas compte, mais on a un miracle. On est un miracle permanent. Et ça encore, ça fait partie de ces choses où on oublie quand on est dans un tunnel du stress. Et de revenir à cette réalité-là, ça ouvre. Tu sens en fait que ça s'ouvre au niveau du cœur. Et pareil, c'est des pratiques. Tu commences petit
tu te fais tes 3 kiffs par jour de Florence Servan-Schreiber, tu sais. Ah oui, je sais bien. Après, tu partages. C'est bien d'avoir sa petite tribu. Ça peut être avec ta famille, avec tes collègues. Enfin, on vit une période difficile, mais en même temps, c'est des choses que moi, il y a 10 ans, avec les pompiers de Paris, avec qui je bossais, c'était plus compliqué, tu vois, de parler de c'est quoi tes gratitudes, est-ce que tu peux partager. Ça faisait oulala, qu'est-ce qu'elle me. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, donc autant en profiter. Ressentir toutes ces intelligences naturelles à l'intérieur de nous, c'est ça aussi pour toi qui fait le lien avec cette vibration, avec cette signature énergétique ou vibratoire dont tu parlais tout à l'heure. Il y a vraiment comment tu les mets en lien? Comment je les mets en lien? Je suis partie d'une théorie, parce que j'aime bien poser des théories, ensuite les expérimenter, les pratiquer et garder ce qui, pour moi, marche, et après, qui marche pour les personnes que j'accompagne. Il se trouve que la représentation du Dharma, on le voit dans le bouddhisme, par exemple. Il est même en émoticône. Je ne sais pas si tu as vu, tu tapes roue du Dharma. C'est une roue avec 8 rayons. Oui. Moi, quand je suis tombée dessus, je me suis dit, tiens, 8 rayons, j'adore ce chiffre 8. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose où, au moment où je l'ai créé, franchement, c'était le premier confinement. Et j'étais dans un état de connexion à cette fameuse intelligence intuitive. C'est l'une des autres intelligences. Oui. Où j'ai l'impression que l'information venait d'ailleurs. C'était pas moi. Et je me suis dit, tiens, il y a des moments que j'ai identifiés dans ma vie où je suis pleinement connectée à une intelligence. Je me sens hyper enracinée, en sécurité. Je me sens dans mon flow, dans ma créativité. Je me sens dans mon énergie. Tu vois, je sens que mon corps, il est bien. Je me sens dans l'ouverture du cœur. J'arrive à communiquer, c'est aligné. Je suis dans mon intuition. Je suis connectée à cette réalité qu'on est dans un grand tout et que tout est interrelié. Et puis, je suis aussi dans l'instant présent. Et tu vois, il y a comme une palette, et c'est 8 intelligences. Et je me dis, mais ça peut rentrer dans ces 8 rayons du Dharma. Et plus tu vas prendre soin de ces 8 vibrations, pour moi, plus tu vas te rapprocher du centre de cette roue. Pour moi, le centre de cette roue, c'est ton âme, c'est ta signature unique. Et mon hypothèse, c'était la vie, c'est cette roue qui avance. Et elle va te faire vivre des expériences qui parfois te font arrêter, parfois accélérer, parfois même reculer. Il y a des moments où tu seras à fond dans ces intelligences, d'autres moments où tu seras déconnecté, et peut-être que c'est OK, parce que ça va te permettre d'apprendre quelque chose. Et à un moment donné, peut-être que ça va te mettre exactement au bon endroit où tu dois être. Ça m'a permis, moi, de faire la paix avec des parts de moi du passé. Tu as dit, je suis multifacette, et il y a un côté fun aujourd'hui. Je l'assume. Mais ça a été très difficile, en fait, le côté un peu slasheuse, quoi. De pas être dans une case, de pas arriver à t'identifier. Tu vois, quand t'es entrepreneur, on nous dit, vas-y, en 1 minute, présente-moi ce que tu fais. Tu sais pas, c'est impossible. Et je sens qu'il y a de plus en plus de personnes comme ça qui sont appelées par plein de métiers, j'ai envie de dire. Et on le voit bien chez les jeunes aujourd'hui, d'ailleurs. Exactement. Tu peux pas rentrer dans une case et t'enfermer. Et je me suis dit, mais finalement, une mission de vie, c'est pas un métier du début à la fin. C'est peut-être une palette de couleurs, de talents, d'envie. D'exploration. Et au fur et à mesure de ton évolution, tu vas t'arrêter sur un talent ou une manière d'œuvrer pour le monde. Et c'est là où je me suis dit, mais ce Dharma Flow, cette Dharma Flower, cette boussole te permet d'avancer aussi. Et tu vois, si tu te fais une pause à tous les 10 ans, quand tu avais 20 ans, quand tu avais 30 ans, quand tu avais 40 ans, tu dis, mais c'est pas un hasard, même si je me dis ce métier à quoi il m'a servi, par exemple moi à 30 ans, médecin militaire, en fait ça m'a permis de développer plein de choses, comme la structuration, la sécurité intérieure, et ça me sert encore aujourd'hui. Tu vois, et j'ai l'impression que ces vibrations s'upcycle, se remettent à niveau à chaque fois que tu passes un nouveau portail dans ta vie, et que rien n'est perdu, en fait. Tout se recycle. C'est pour ça que tu dis qu'il n'y a pas de bon et mauvais choix, dans le fond. Il y a quelque chose de conscient ou d'inconscient qui se joue, mais en réalité qui dessine nos chemins de vie. Exactement, parce que j'ai tellement entendu de personnes qui me disent dans mes groupes mais pourquoi j'ai fait ces choix? Mais j'ai été conditionnée, on m'a dit il faut que tu fasses telle ou telle étude, tu fasses ça, je suis rentrée dans des cases, et il y a une phase de rejet, en fait, où tu dis mais non, j'ai plus du tout envie de faire ça, alors qu'au contraire, si tu t'intègres dans ton histoire cette partie-là de ta vie, mais en fait, tu ouvres un champ des possibles. Toi, c'était un choix conscient de devenir médecin, ou tu as l'impression d'avoir été un peu poussée? Les deux. Les deux. Mon général, mon capitaine, toi qui as vécu. Moi, j'étais capitaine. Tu étais capitaine, les deux, pourquoi? Parce que j'adore la biologie, j'adore voyager, et je m'étais dit, tiens, médecine humanitaire, ça me parle.
Donc, il y avait ça qui me plaisait. Et après, quand j'ai travaillé sur mon histoire, je me suis dit, c'était aussi une manière de me protéger. J'ai grandi en Inde, dans un pays où il y avait beaucoup de mariages arrangés. Il y en a toujours beaucoup. Et moi, ma peur, c'était justement de finir femme au foyer. Enfin, tu vois, je suis partie vraiment loin dans mes extrêmes. Et là, je m'étais dit, il faut que je fasse des études longues et que je devienne une femme indépendante financièrement. Et du coup, la médecine, ça répondait bien. Oui. Donc, oui. Ça matchait à ce moment-là. Et puis, je sais que ma grand-mère maternelle avait rêvé de faire médecine, mais elle n'avait pas pu. Et peut-être que j'ai aussi eu envie de... Tu as travaillé sur ton transgénérationnel par rapport à ça? Ah oui, complètement. Devenir sa propre médecine, le dernier livre, c'est vraiment ça. Ouais, c'est vraiment ça. On en avait... D'ailleurs, vous pouvez réécouter cet épisode. C'était le 303 avec Nathalie, Devenir sa propre médecine. Terminer sur les intelligences, on va en reparler tout au long quand même, mais pour les avoir toutes nommées, parce que là, on ne les a pas toutes nommées, avant de passer à autre chose. Donc, on était à celle du cœur. Voilà, on a parlé de celle du cœur. Anne Guéquer est une bonne représentante de l'intelligence du cœur. Merci, alors ça m'a touchée. J'avais un peu les larmes qui se sont montées tout à l'heure, je ne m'y attendais pas. Alors ensuite, on a parlé aussi de l'intuition. L'intelligence intuitive, que moi j'adore dans le spectacle. Je caricature en plus en disant que finalement, même ceux qui y croient pas, t'as le cloud en fait. C'est quand même fou de se dire que les informations sont là dans une forme de cloud et qu'on peut y avoir tous accès. Pour moi, c'est ça aussi l'intuition. On dit d'ailleurs les informations sont dans l'air du temps. Exactement, ouais. Et il y en a qui appellent ça les annales akashiques. Il y en a qui appellent ça le cloud. Peu importe le nom qu'on y met, il y a cette réalité qu'aujourd'hui, on le sait, il y a même des travaux qui sont réalisés dans l'armée américaine. On sait qu'il y a... Quand on apprend à apaiser le mental, la bande passante du mental, du parasitage, du bruit, il y a des informations, on télécharge. Moi, je pense vraiment qu'il y a cette notion de downloading, de téléchargement et on envoie aussi des informations au cloud. Et donc, je trouve que c'est une intelligence extraordinaire. Et peut-être faire un focus sur l'intelligence spirituelle. Parce que ça, c'est un mot qui, tout de suite, en tout cas dans le milieu d'où je viens, le milieu médical, c'est tabou. On te dit tout de suite, ah mais non, on ne parle pas de religion, là. Donc déjà, l'intelligence spirituelle... C'est perché fuyant. Voilà, alors que pas du tout. Pour moi, aujourd'hui, le spirituel, et j'aime bien citer Vandana Shiva pour ça, cette femme que j'admire beaucoup, indienne, qui œuvre énormément dans l'écoféminisme. Et à la préservation des semences. Exactement. Oui. Pour moi, la spiritualité, c'est nous rappeler qu'on fait partie de quelque chose de plus grand qui nous dépasse, qu'on ne sait pas expliquer, parce que justement, ça sort de notre perception, de nos champs de perception, et qui nous rappelle qu'on est aussi tous interreliés, interdépendants. Les humains, mais aussi au-delà des humains, tous les êtres non humains. Et ça... Quand on traverse des périodes difficiles, individuelles et collectives, si tu n'as pas cet espace-là, franchement, c'est très dur. Pour moi, je trouve personnellement que je ne pourrais pas, en fait, si je n'avais pas cet espace intérieur qui me permet de me poser, de me dire qu'il y a une intelligence qui œuvre pour nous, à notre service, quand on se branche à elle, mais c'est cadeau, en fait. Donc, cette intelligence spirituelle, on peut aussi comment on pourrait dire, la connecter à ce qu'on sait aujourd'hui de notre corps physiologique. On parle des glandes endocrines dans notre cerveau, comme l'hypophyse, l'hypothalamus, qui sont des glandes qui régulent tous nos axes hormonaux. Et pour moi, c'est ça l'équivalent du pont entre le chakra couronne, qui est ce chakra qui nous connecte à plus grand que nous, et le fait que notre conscience individuelle est reliée à la conscience universelle. Oui. C'est que justement, quand on est dans cet état d'équilibre où les énergies circulent, tes glandes endocrines fonctionnent de manière harmonieuse. Et en fait, tous tes systèmes sont reliés à ce grand tout. J'en ai parlé récemment, je ne sais pas si tu as écouté l'interview que j'ai faite de Patrice Van Hersel, qui a écrit un très gros ouvrage là, où il recense toutes les études faites sur la conscience, que ce soit dans le règne végétal, animal, au niveau de l'humain, et puis également dans l'histoire, en physique quantique. C'est vraiment fascinant de se dire que peut-être que ce cloud, ce substrat, finalement, serait une sorte de métaconscience, de la conscience, tout simplement. Les écrivains, les artistes le disent beaucoup. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils attrapent quelque part l'information. Elle te traverse à un moment donné parce que tu es dans un état de réceptivité particulier. Voilà, pourquoi j'ai manifesté ça, pourquoi je me suis mise à faire telle chose, c'est souvent, ça échappe complètement, à notre mental, enfin à notre intelligence
rationnelle, on va dire. Je ne sais pas comment tu la qualifies, toi, d'ailleurs, cette intelligence. Moi, je parle d'intelligence analytique. Oui. Mais c'est la raison, ouais. C'est la raison. Et elle a toute sa place, tu le dis. Exactement, ouais. Elle est très importante. Quand on la remet au service de toute cette intelligence multiple, naturelle. Et j'en profite pour préciser aussi dans cette idée d'intégrer toutes les réalités aujourd'hui. Je pense que l'intelligence artificielle a aussi sa place. Oui, tu le dis. Ouais. Je suis pas du tout contre. Et encore une fois, c'est à quel endroit tu la mets. Est-ce qu'il faut d'abord l'appeler intelligence? Ça, c'est une question que beaucoup de gens se posent quand même aussi. Bien sûr. Ouais. Mais là où ça va être vraiment intéressant, c'est si nous, humains, on arrive à se rebrancher à ces intelligences naturelles, je pense qu'on sera capable d'utiliser ces autres outils, ces autres aides à leur juste place. Le voir comme un savoir aussi universel. Oui. Puisqu'on parlait de cloud, c'est une autre forme de cloud. Exactement. Et j'ai envie de citer du coup Sri Aurobindo, qui est quand même ce philosophe indien qui, sans que je m'en rende compte, m'a énormément influencé dans ma jeunesse, puisque j'ai grandi à Pondichéry, et c'est là qu'il s'est installé dans les années 1920 et quelques. Pour lui, c'était vraiment la conscience universelle demande en ce moment à s'incarner pleinement dans la matière, à travers les humains, à travers le corps. En fait, c'est le corps qui permet de soutenir ce saut de paradigme pour qu'on puisse vraiment se relier à cette intelligence universelle. Quand tu dis ça, on pense aussi à notre ami commun Jean-Pierre Gou, qui décrit très bien ça aussi dans ses livres. On pense Homo Biosphéris. À Homo Biosphéris, forcément. Qui était une vision du petit prince quand il est sur sa planète. Finalement, ce grand corps du petit prince sur une toute petite planète. Et cette vision, ça me fait des frissons, tiens, quand je dis ça, du collectif que tu viens très bien d'exprimer, de cette vision de nous sommes finalement interconnectés, nous sommes un tout, qui était aussi la vision partagée de Pierre de Chardin, de Teilhard de Chardin, pardon, avec Pierre Teilhard de Chardin, avec cette vision de la noosphère, qui est encore un peu autre chose, mais voilà, il y a des choses un peu communes dans Exactement, tout ça. Dans ta méthode Dharma Flow, si on revient sur aussi la mission de vie, tu dis que la taille de notre rêve importe peu, comme tu disais tout à l'heure, que finalement, les rêves qu'on poursuit, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une forme, enfin intéressant ou important, c'est d'avoir une forme de sincérité par rapport à ces rêves. Ça, j'aime beaucoup quand tu dis ça, parce que je trouve qu'à la fois, c'est essentiel et en même temps tellement difficile. Parce que, comme tu le disais, on ne sait pas forcément, c'est une question de discernement. Quand je poursuis un rêve, est-ce que je poursuis le rêve finalement d'une grand-mère ou d'une arrière-grand-mère? Est-ce que je poursuis le rêve de mes parents, de l'inconscient collectif, de ma culture? Parce que toi, tu es biculturelle, donc il y a vraiment ça aussi. Quel est le rêve que je suis en train de poursuivre? Grande question. Grande question, je sais bien que... C'est une dissertation de philo, là. Alors, vous avez 3 heures. D'ailleurs, vous qui nous écoutez, tiens... On va les appeler aussi à témoins, parce que vous pouvez témoigner sur les... On pense, si vous nous suivez là sur YouTube, il y a des caméras. On serait ravis d'avoir vos témoignages. Voilà, qu'est-ce que poursuivre son rêve finalement? Toi, comment tu vois les choses? Et puis peut-être que là, nous décrire aussi finalement la Dharma Flower est intéressante, parce que ça permet de conscientiser, de ressentir. Et là, on commence à faire le tri, justement, et à discerner. Exactement. Dans la Dharma Flower, donc, il y a une première partie où tu vas justement te connecter à chacune des intelligences et voir. Dans la petite méthodologie, c'est pour chaque intelligence, tu donnes quelques exemples que tu as vécu ces derniers jours, qui t'ont mis dans un état, l'ancrage, par exemple, de la première pétale. Hier, je me suis baladée dans la forêt et j'ai marché et c'était hyper agréable et ça m'a mis dans cette sensation de sécurité. Donc ça, c'est un exemple. Et tu en trouves 2, 3 autres. Et pour chaque intelligence, et après, tu notes de 0 à 8. Et après, tu fais ta petite fleur. Ça te permet visuellement d'avoir un support déjà. Et ça, le système nerveux a besoin de visuel. On le sait, on le voit avec les réseaux sociaux. On passe notre temps à mémoriser tout ce qui vient via la rétine. Donc là, tu crées du coup une boussole. Et après, il y a le centre de la Dharma Flower qui est très intéressant parce que pour moi, c'est là où tu plantes tes graines, tes rêves, tes projets, tes désirs. Ce qui te met vraiment en mouvement, en vie, en fait. Et c'est aussi un endroit où tu peux poser, dans une pratique, je propose d'aller visiter c'est quoi tes valeurs. En tant qu'être humain, on est animé par des valeurs universelles et c'est ça qui nous fait donner envie de nous lever le matin
et d'œuvrer et de rencontrer des personnes et de créer. Et quand je parle de rêve, en fait, je parle aussi de leur intelligence naturelle au rêve, qui fait que tu peux avoir un rêve un jour, et puis peut-être que 5 ans plus tard, ce sera un autre rêve. Donc c'est aussi fluctuant, en fait, c'est un univers vivant, et c'est une danse, pour revenir à cette notion de danse, et c'est important de revenir régulièrement à cette réactualisation, parce que sinon, tu restes figé dans, tiens, il y a 10 ans, pourtant, j'avais rêvé de ça, mais aujourd'hui, est-ce que je suis vraiment là ? Tu vois, et le mental est tellement fort qu'il est capable de se créer une réalité et de partir et de rester rigide dans la vision initiale, alors qu'en fait, la vie, c'est mouvement, c'est fluctuation. Et c'est là où ça demande un travail quotidien. Oui. D'agilité presque. Exactement, ouais. Oui. C'est une adaptabilité et c'est une danse. Voilà. Une danse, et c'est pour ça que les pratiques physiques sont importantes, parce que ça permet, quand on garde l'agilité physique, ça permet aussi de garder cette souplesse mentale. Exactement, on sait très bien aujourd'hui que le corps et l'esprit sont reliés à ce niveau-là. Ouais. Peut-être pour développer un peu plus sur l'aspect des valeurs. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec un médecin psychiatre, François Bourgognon, qui insiste aussi dessus dans son livre. Je trouve que c'est pas toujours évident, cette idée de valeur, parce que une valeur, encore une fois, est-ce que c'est quelque chose, c'est finalement un idéal qu'on pourrait imaginer pour être justement, comme dirait Franck Lobvet, cette vision d'une bonne personne. Donc souvent, quand on demande aux gens leurs valeurs, ça revient toujours un peu la même chose. C'est amour, gloire et beauté, la paix dans le monde, voilà. Et puis au quotidien, on est ombre et lumière. Donc finalement, qu'est-ce que je fais avec entre cette belle vision des valeurs et voilà, toi tu proposes des exercices aussi autour de ça. Exactement. Et alors pour l'exemple des valeurs, oui, je vois aussi le côté très discours Miss France, je veux la paix dans le monde. Évidemment, on partage tous ces valeurs-là. Mais moi, je propose d'aller voir dans les moments de conflit, dans les moments où c'est difficile, quelle valeur a été touchée. Qu'est-ce qui a fait que ça, tu vois, est-ce que c'est un besoin de justice, ou est-ce que la personne en face de toi, elle n'était pas authentique et du coup, c'est ça qui t'a travaillé. Et tu vois, ça te permet d'identifier des valeurs qui sont essentielles pour toi, non négociables. Et donc là, on part du concret, en fait. Plutôt que de dire, dans l'idéal, moi, les valeurs, c'est ça, c'est va dans là où ça coince, là où c'est la merde, quoi. Enfin, désolé pour le... Ouais, c'est ça. Le truc, c'est... là où il y a ça vraiment te prend le chaudron, quoi. Ouais. Et à partir de là, moi, je trouve que c'est puissant, toujours de partir du concret, pour ensuite ouvrir vers les autres champs. Est-ce que tu pourrais nous décrire, tu décris 5 étapes. Alors, on ne va pas forcément rentrer dans le détail de chacune, mais quand même, c'est intéressant parce que la première, c'est, on a souvent des alertes de notre âme. Toi, tu l'appelles l'âme. D'autres pourraient y mettre d'autres mots. Mais on a des signaux comme ça qui nous arrivent. Souvent, on n'est pas à l'écoute de ça, alors que ça toque quand même à la porte. Ouais. Mais ça, c'est grâce à l'Ayurveda que j'ai appris cette chronologie des signaux des différents corps, parce que c'est intéressant de voir comment c'est complémentaire avec la médecine occidentale. La médecine occidentale, elle va te diagnostiquer des signes, des symptômes et des maladies, mais à l'étape terminale, j'ai envie de dire. Alors que l'Ayurveda, on est vraiment dans quelque chose de plus préventif, puisque avant même qu'il y ait des symptômes physiques, quand tu questionnes les gens, il y a parfois plusieurs années avant un moment de déconnexion qui fait que peut-être tu perds un peu le sens de la vie, ou tu rentres dans des formes d'automatisme, où il y a un truc où tu perds une étincelle. Là, c'est déjà l'âme qui est en train de faire toc-toc. Oui. Est-ce que tu es sûr que c'est ça que tu voulais ? Et puis après, avec la vie, et tu continues à faire ce que tu fais de manière automatique. Et là, tu vas commencer à vraiment te déconnecter de tes rêves, de tout ce qui te met en joie. Là, on est dans le corps expérimental. Oui. Tu n'arrives plus à passer les petits problèmes de la vie. Tout devient compliqué, tout devient étriqué. T'as plus accès à tes ressources, tu sais, qu'on découvre quand on fait des pratiques de sophrologie ou d'hypnose ou de yoga. Et l'étape d'après, ça arrive dans le corps mental, et là, tu commences à avoir tes ruminations, des pensées en boucle qui t'enferment, Et en général, c'est des pensées plutôt qui t'auto-jugent. T'es nul, mais tu sais jamais comment faire, ou tu fais toujours les mauvais choix, ou tu le mérites pas, ou est-ce que t'es vraiment légitime dedans ? Ou même sur la physiologie, je suis tout le temps fatiguée, j'y arrive plus, etc. Ouais, c'est ça, ouais. J'arrive plus à dormir. Enfin, il y a une série comme ça de... C'est fou comment on partage vraiment ce même égrégore aussi. Tu vois,
entre humains. Nous les humains, c'est rassurant aussi d'ailleurs. Et le fait de verbaliser, tu sais, dans des cercles, par exemple, moi je le vois dans mes accompagnements, c'est hyper fort. Simplement de le déposer, de dire mais en fait je suis pas seule. C'est déjà le début de la guérison pour moi. Et ensuite, donc après le corps mental, si tu continues à rien changer dans ta vie, là c'est dans tes émotions et dans tes énergies qu'il va se passer quelque chose. Tu vas avoir moins d'énergie, en effet, ou tu vas avoir l'impression de devoir te mobiliser 3 fois plus pour essayer pour arriver à faire quelque chose. Au niveau des émotions, ça peut être les ascenseurs émotionnels. T'es traversé par des émotions qui sont complètement inconfortables. T'as l'impression que tout se mélange. Et il y a une forme de confusion à la fois mentale et énergétique qui fait que t'arrives pas à avancer, en fait. T'as l'impression d'être enfermé, figé. Là, il n'y a plus la boussole, justement. Ouais. Et puis là, la dernière étape, c'est là où on arrive à un symptôme physique, 2 symptômes physiques. Souvent, psychique aussi, bien sûr. C'est là où, en médecine occidentale, moi, je me rends compte que j'étais un peu démunie quand ça partait dans tous les sens. J'arrivais pas à rentrer la personne dans une case et on te dit c'est une maladie psychosomatique. Tu vois, des allergies, une allergie plus des troubles digestifs, plus une fatigue psychique. Ça porte un nom maintenant d'ailleurs en psychiatrie, je crois. De quoi ce mélange-là. C'est une maladie psychosomatique. Les troubles psychosomatiques. Oui, c'est ça, troubles psychosomatiques, exactement. Et moi, je me suis dit, quand j'ai commencé à être coach de santé intégrative, qu'au contraire, c'était des cadeaux qu'envoyait l'âme de la personne et qu'en fait, c'était le moment où elle pouvait se poser et se dire, tiens, il se passe tout ça, comment est-ce que je peux réunir tous ces symptômes et essayer de comprendre c'est quoi les messages de mon âme, si tu remontes à l'origine ou de mon être, en fonction des mots qu'on veut y mettre. De mon essence, Et en fait, là, je te parle des troubles psychosomatiques, mais pour moi, même les maladies mécaniques, tu vois, une entorse de cheville, un trauma, quelque chose où on pourrait dire, mais c'est pas lié à la psyché, c'est physique, là, concret. T'as une appendicite. Moi, j'ai une porte de taxi qui s'est refermée sur une côte, bam, pété. Évidemment, tu vas la traiter comme il faut, mais derrière, tu peux aussi te poser la question. Moi, j'ai fait une luxation du coude quand j'étais en Inde il y a quelques semaines. C'est une luxation, c'est vrai, quoi. C'est le corps physique, mais c'est aussi parce que derrière, il s'est passé plein de choses et que mon système proprioceptif n'a pas réussi à se réceptionner bien, alors que normalement, le corps est supposé le faire. Donc, c'est peut-être témoin de quelque chose. Ce qui peut être aussi culpabilisant. Parce qu'on se dit, pourquoi, tu vois, si on le voit comme ça peut être aussi une culpabilité. En disant, je m'inflige, il faut sortir un peu de là. Ah, mais ça, c'est essentiel. Là, il faut vraiment sortir et se dire, c'est à chaque fois, mon corps m'envoie des messages cadeaux. Et peut-être qu'il y a des fois, j'aurais pas le sens, et c'est OK. Il faut pas non plus rentrer dans une obsession du sens. C'est là où c'est tout un équilibre à trouver. Et il faut faire confiance aussi à la vie qu'au moment où ce sera le bon moment, tu recevras les informations, justement, du cloud. Tu diras, mais oui, c'était ça, en fait. Intéressant, en tout cas. On approche de la fin de notre discussion. Nathalie, ça passe à une vitesse hallucinante. Quand tu parles aussi de cette Dharma Flower, il y a beaucoup de notions que tu évoques qui sont vraiment intéressantes. Notamment, je pense à la curiosité, mais aussi au besoin d'être excentrique parfois, farfelu, drôle. Voilà, je les cite parce que c'est intéressant peut-être de nommer aussi toute cette palette. Toi, par exemple, tu t'es essayé, tu es médecin militaire, tu t'es essayé... J'ai fait des feuillages burlesques. T'as fait des feuillages burlesques. Donc là, c'est vraiment... on n'a pas de petite musique qui nous accompagne, mais c'est... Voilà, on voit tous à quoi tu fais référence. Il y a ça, il y a aussi la scène, le comique. Le stand-up, j'ai fait une formation pour le Florent. Stand-up. Donc, il y a vraiment... Alors, peut-être que certaines personnes n'ont pas envie d'explorer ça. Voilà. Le but, c'est pas... En fait, quand je partage tout ça, c'est dire, osez ce que vous avez au fond de vous. La vie peut se terminer du jour au lendemain, en fait. Moi, c'est aussi un autre cadeau du décès de mon père. J'avais vraiment la sensation qu'il me le disait au moment de partir. Et maintenant, je suis hyper connectée à lui. On communique par Wi-Fi universel, tu vois. Et à chaque fois, c'est mais vas-y, éclate-toi, en fait. Tu sais pas de quoi demain est fait. Et tu vois, quand je me dis, ouais, mais est-ce que je devrais faire ça ou pas ça, mais c'est pas raisonnable. En fait, c'est un cadeau, là, qu'on vit chaque jour. Allez-y. C'est vraiment, moi, le message... que tu as envie de faire passer. D'ailleurs, cette notion aussi de patience par rapport au sens et de notre rapport au temps est important dans le Dharma Flower. C'est-à-dire que parfois... le temps n'est pas venu. Le juste temps n'est pas venu. On aimerait que ça germe et que d'un seul coup, on ait des fleurs. Sauf que, en fait, on n'est pas prêt, en réalité. Ça, c'est hyper important aussi parce que
les entrepreneurs que nous sommes, évidemment, en plus, on est des femmes d'action, donc on a envie, quand on a une idée, que tout est là, on dit, allez, on y va. Et des fois, ça ne marche pas. Et la patience, pour moi, ça va avec l'humilité, c'est de se dire, peut-être que c'est bien de ralentir. Parce que peut-être qu'on ne laisse pas assez de place à cette invisible, à cette intelligence de la nature, pour qu'elle puisse, elle aussi, y mettre sa patte, et qu'on soit vraiment dans une co-création. Et je dis ça, mais moi, je suis très impatiente en général. Quand j'ai l'idée, le truc, ça pétille dans le ventre, t'as envie d'y aller. Mais en même temps, c'est tellement plus beau si tu t'autorises aussi des temps de retour à soi. On en parle beaucoup aussi de ce fameux temps profond, ce temps long, qui permet d'ouvrir à d'autres temporalités, comme Kéros, le temps des synchronicités, ou le temps Aion, les cycles de la nature, qui nous rappellent que on a besoin de plusieurs saisons pour fleurir, et que tu peux pas tirer sur une fleur pour qu'elle pousse, et qu'il y a aussi cette intelligence-là. C'est intéressant, ça doit revenir vraiment, moi je trouve, à cette prise terre et à ce temps organique, parce que les machines, et on est très connectés aux machines en ce moment, ont un rythme qui n'est pas notre rythme biologique. Et on essaye, en fait, comme si en fait on essayait de courir pour s'ajuster, alors qu'on ne peut pas. C'est une course vaine. Exactement. Et en plus, c'est une course vaine et qui n'est pas géniale pour notre système nerveux. Ça fait partie des charges qui font que ça fragilise le système nerveux et ça nous met dans son versant stress. Donc après, ça explique aussi la cascade, la charge mentale, le fait qu'aujourd'hui, en termes de santé mentale, on est tous surchargés, c'est difficile. Et puis ça explique aussi après toutes les manifestations des maladies physiques aussi. Oui. Il y a une citation que j'aime beaucoup dans ton ouvrage. Tu dis que de Sahara ou on dit Sarah ? Sahara Rose. Oui, c'est ça, Sahara. Oui, c'est ça, c'est bien comme le Sahara. Que j'ai trouvé sublime, qui est « Tu es le plus grand rêve de ses ancêtres ». On en avait déjà parlé dans l'épisode précédent, mais comment la généalogie peut être une enclume, mais aussi une plume. C'est-à-dire que... C'est joli. On est avec cette... Ils sont en nous, mais avec tout. Il y a l'ombre et la lumière de ces ancêtres qui viennent là. Et on peut voir aussi le très bon de cela, comme dans cette citation. Exactement. Il y a un exercice que je propose d'ailleurs dans le livre en lien avec ça. C'est vrai que le cerveau humain a tendance à voir le négatif d'abord. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de trauma transgénérationnel. Et heureusement qu'on le parle, qu'on met des mots et qu'on ouvre des espaces de guérison. Et quand tu rentres dedans... moi, je me sens très reliée à mes ancêtres. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai besoin d'aller en Inde chaque année pour vraiment faire des rituels et me relier à eux. Moi, la première fois que j'ai mis un pied en Inde, enfin, c'était pas la première fois, mais quand on est allé s'installer, j'ai senti que j'étais en danger en tant que jeune ado par rapport à la condition des femmes. Oui. À 18 ans, mon père m'a amené à l'aéroport. Je me dis, plus jamais je viendrai dans ce pays qui tue des petites filles. Et ça a été un long chemin de réconciliation. Ensuite, quand j'ai découvert l'Ayurveda, j'ai décidé de revenir en Inde. Et là, j'ai eu ces douleurs en Inde par rapport à ce que tu viens de dire. Tiens, c'est étonnant que tu dises ça. Ça m'a vraiment... J'ai fait corps avec cette douleur de ce pays. L'Inde, c'est le pays du chaos créateur, clairement. C'est pas un hasard si mon âme a décidé de... Alors, pas s'incarner là-bas, mais de naître avec des ancêtres de là-bas. Et sur ce chemin de guérison des traumas de mes ancêtres, et notamment de mes lignées de femmes, je me suis rendu compte que c'était grâce à elle, en fait, que j'étais là où j'étais aujourd'hui, que je pouvais jouir d'un statut de femme libre et indépendante, qui peut voyager partout dans le monde et qui peut, à son tour, transmettre. Et j'étais remplie de gratitude, en fait. Et je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour elle ? Tu sais, dans la physique quantique, on dit que le temps n'existe pas. Et que à chaque fois que je suis dans un moment de gratitude, de joie, où je sens que je contribue, je les remercie. En fait, je me dis, voilà, vous avez peut-être souffert, vous, de là où vous étiez, mais peut-être que ça sert à ça aussi, et que du coup, je leur envoie de l'amour, de la gratitude. Et... Non seulement le temps n'existait pas, mais en plus, nous ne sommes pas séparés. Voilà. Donc, il y a vraiment cette conscience. Peut-être, pour terminer, on s'approche vraiment de la fin, il y a cette idée aussi de mantra et de la richesse de la parole, du verbe, qui est très important pour toi. Tu as aussi publié un livre autour de mantras. Et du choix des mots, qui n'est pas neutre. Tu parlais du sanskrit tout à l'heure et de cette langue sacrée. Conscientiser la vibration des mots, peut-être, peut faire partie de notre boussole pour toi. Complètement. On est des êtres de communication. C'est quelque chose
d'important. Et là, dans la philosophie des chakras, le chakra de la communication, c'est vraiment l'interface entre le monde intérieur et le monde extérieur. Entre le microcosme et le macrocosme. Et pour moi, plus tu vas être à l'écoute de comment tu harmonises, comment tu sens que ça s'harmonise à l'intérieur de toi, par le biais de la communication, tu vas aussi avoir un impact pour poser l'intention et contribuer à l'harmonisation du monde extérieur. Et à l'inverse, l'harmonisation du monde extérieur va aussi venir va te pénétrer, te traverser pour t'aider à harmoniser l'intérieur. Donc pour moi, c'est le carrefour essentiel qui fait que c'est un espace qu'on ne sait pas aussi, on nous a pas appris à l'utiliser à sa juste place et les mots, on peut les charger d'une vibration en fait. On s'en rend pas compte, mais de poser des intentions et de les verbaliser, ça nous met dans un espace d'alignement. Pour moi, ça fait partie aussi de cette intelligence de la communication qui est la 5e intelligence dont je parle dans la Dharma Flower. Est-ce qu'il y a un mantra d'ailleurs ou une phrase comme ça que tu aurais envie de nous partager, qui t'inspire en termes de... Ouais. Abracadabra. Oui, tout de suite. Les mains ont parlé avant le langage. Hein. Ton langage des mains a été premier. Il est important chez toi, ce langage des mains. Ah oui, complètement. Ouais. C'est, tu danses beaucoup. Qu'est-ce que tu fais d'ailleurs avec tes mains? Je fais des mudras. Ouais, tu fais des mudras. Ouais, c'est vraiment... Tu nous le montres un peu comme ça à l'écran? Ouais. Et dans les petites danses où j'embarque les gens pour danser avec le chaos créateur, on danse sur du Bollywood aussi. Et les mudras, c'est vraiment... Le rêve de ma fille aînée. Petit poke pour elle. C'est des centres énergétiques qui, comme le chakra de la gorge, sont des portails entre le monde extérieur et le monde intérieur. Mais c'est vrai que moi, j'ai besoin d'être en mouvement. C'est aussi les mains qui sont la prolongation du corps, du cœur, pardon. Du chakra du cœur, donc il y a une connexion directe avec cette intelligence-là. Et c'est très très beau de le voir comme ça. Et donc abracadabra, ça vient de l'araméen evra kedebra. Ça veut dire je crée ce que je dis. C'est marche ta parole. Et pour moi aujourd'hui, c'est essentiel qu'on incarne ce que l'on dit et qu'on a besoin d'incarner parce que rester là dans le cloud, c'est bien, mais aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de s'incarner vraiment dans la matière, dans la terre, pour prendre soin de la terre. On a besoin d'être dans cet espace-là et d'alignement aussi, parce que j'ai l'impression que c'est le chemin qui nous est proposé et je sens qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont dans cet appel, dans cette envie. Donc, c'est pour ça que je suis plutôt optimiste, même si c'est difficile, même si... on est véritablement dans une forme d'effondrement de société. J'ose croire que c'est peut-être un moment clé. Je pense qu'on a décidé tous de s'incarner dans cette période particulière pour une raison. Merci. En fait, à la fois, c'est vertigineux quand on entend ça, et en même temps, c'est aussi bon, parce que c'est bon quand il y a aussi du sens. Le sens donne aussi de l'espérance, je pense, de voir les choses autrement, et ça fait du bien. Les humains, on est des conteurs. On a besoin de nous raconter des histoires et de donner du sens à ce qu'on... On a besoin de récits, de ce grand récit de l'humanité. Si tu es d'accord, Nathalie, peut-être que pour nos très chers abonnés privilégiés, on fait des cadeaux à la newsletter de Métamorphose, on partagera la fleur. Avec plaisir. Pour que ils puissent la visualiser. Qu'ils puissent la télécharger s'ils ont envie de... Qu'ils puissent la télécharger. Voilà, comme ça, ils pourront déjà poser des petites choses. Et puis évidemment, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, je rappelle le titre de ton livre, Danse avec le chaos créateur, paru aux éditions Erol. En guise de conclusion, est-ce qu'il y a peut-être une dernière chose que tu as envie de dire ou de partager, Nathalie ? Je veux bien partager le fait que, comme le dernier livre, comme je suis très sensorielle, dans le livre, en fait, il y a un QR code et un lien Internet pour avoir des outils pratiques. Oui. Vous n'allez pas être seul pour cheminer, dessiner votre Dharma Flower. Oui, c'est vraiment une méthode. Oui, il y a des vidéos, des audios, il y a des exemples de Dharma Flower de mes élèves pour vous donner des idées. Et puis, il y a des exercices que je propose si vous avez envie de guider un temps en famille ou entre amis ou entre collègues. L'idée, c'est que vous vous appropriez vraiment cet outil et que vous vous amusiez, en fait. Donc voilà, c'était un peu ça que j'ai envie de partager. Très bien. De toute façon, on te retrouve dans cette newsletter. Et puis, merci infiniment d'être venu partager à la fois cette joie. On sent que tu l'incarnes avec
toute cette danse, qu'il y a tout ça à l'intérieur de toi et qu'il y a vraiment, c'est ok. Il y a quelque chose de cet ordre-là que je sens. Il y a une sorte de paix quand même par rapport à tout ça. Tu le sens toi maintenant ? Oui, il y a un apaisement, mais c'est fou comment c'est viscéral en fait. C'est pas juste un concept. Voilà, je ne sais pas si vous qui nous avez écoutés, vous le sentez, mais en tout cas, moi, je sens vraiment ça chez Nathalie. Donc, merci aussi pour ça. Merci Anne pour ton invitation. À bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.